l'embargo sur les armes, mais c'est l'hommage du vice à la vertu. Deuxième angle d'attaque, c'est la guerre médiatique, ce qui s'appelle la guerre hybride. Dedans, donc, on identifie mes réseaux, et comme je suis un ami de Justin Tagou, dont je suis accusé de l'avoir introduit en Russie, et que je suis très présent sur Afrique Média s'est trouvé aspiré par tout ça. Il y a un élément de vérité, c'est que j'ai contribué à partir de 2006 à structurer ce qu'ils appellent la russosphère en Eurasie, en Russie et dans les ex-républiques soviétiques. J'ai notamment assuré le monitoring du référendum d'autodétermination de la Crimée en 2014. Et à partir de 2015, j'ai commencé à structurer une russosphère également en Afrique. Et deuxièmement, évidemment, qu'est-ce qu'on nous reproche essentiellement, c'est soi-disant de mener une diffamation, de médias mentir, en fait exactement ce que font les médias européens, notamment RFI et France 24. Si vous suivez Jeune Afrique, RFI et compagnie, vous constatez que sur moi ou sur Afrique Média, on n'arrête pas de mentir. Moi qui suis un adversaire historique du Front National en Belgique et en France, depuis les années 80, je suis présenté soi-disant comme un néo-nazi. Ça fait rigoler tout le monde. Je suis au contraire, moi, un partisan de l'internationalisme et de l'amitié entre les peuples. Et depuis le début des années 80, je suis derrière Moscou, parce que Moscou porte, que ce soit l'Union soviétique ou aujourd'hui la Russie de Poutine, elle porte la liberté du monde face au bloc américano-atlantiste. Il faut encore dire une chose, c'est la seule chose qui est vraie, c'est qu'en 2015, le VIP Express a expliqué que j'étais omniprésent dans la russosphère internationale. J'ai continué à l'être en Russie. Et évidemment, tout cela, ça donne des boutons au Quai d'Orsay à d'autres. Je suis victime non pas de tentatives d'assassinat, parce qu'en Europe, on n'agit pas comme ça. Je ne suis pas victime de procès politiques, mais je suis victime de procès administratifs et fiscaux, particulièrement depuis qu'en 2011, j'ai assuré la défense extérieure de la Jamaïria libyenne. On a essayé à plusieurs reprises de me mettre en faillite. Lorsque j'ai ouvert à Bruxelles les locaux d'Afrique Média, dans un grand siège que nous possédons au cœur de Bruxelles qui fait 600 mètres carrés, eh bien, on m'a opposé des procès administratifs. J'ai été imposé pour des dizaines de milliers d'euros d'amende. J'ai gagné mes procès, je tiens à le préciser. Qu'est-ce qui a expliqué que les Français subitement se sont emparés de ceci? Les Français ont perdu la guerre du Sahel. Les Américains leur ont demandé d'aller se relocaliser en mer Rouge et au Mozambique. Ils ont perdu la guerre de Libye. Donald Trump a chargé les Turcs de reprendre le contrôle avec les djihadistes syriens de la Libye. Et maintenant, les Français sont en train de perdre au cœur du précaré cette Centrafrique qui pensait dominer éternellement depuis l'époque de Giscard d'Estaing et de Bokassa. Ils sont en train maintenant de perdre le Mali et les Russes sont actifs, donc comme je vous le disais, en Syrie, au golfe de Guinée, avec le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. Ça vous explique tout ce qui se passe. Il y a un dernier élément qui explique tout cet acharnement qui n'est pas prêt de s'arrêter. Vous pouvez constater une chaîne ininterrompue depuis un an, le rapport du Pentagone, le livre des réseaux Soros en anglais, RFI il y a quelques semaines, Marianne ensuite, aujourd'hui Jeune Afrique. Ça ne s'arrêtera pas. On m'annonce prochainement d'ailleurs une émission tout aussi bidonnée de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle, c'est le RFI de Madame Merkel à Berlin. Elle est très active dans la colonisation de l'Afrique. Pourquoi, soudain, cet acharnement des Français? C'est parce qu'il y a une grande opération, un espèce de super printemps arabo-africain. Il y a eu en 2011 le printemps arabe, en 2014 le printemps africain qui visait dans les deux cas des pays africains. En 2018, Trump et son conseiller Bolton, c'est l'homme qui a déclenché la guerre d'Afghanistan et d'Irak en 2002 et 2003. Ils ont lancé ce qu'on appelait la nouvelle politique africaine de Trump. C'était en fait un super printemps arabo-africain. Il y a eu le lancement du Irak en Algérie. Il y a eu malheureusement un succès, c'est le renversement d'Omar el-Béchir au Soudan.
lorsque Biden est arrivé, il a beau critiquer Trump, il a marché dans les pas de Trump en politique internationale, d'autant plus que l'un des grands acteurs de l'organisation de l'Afrique, ce sont les réseaux du milliardaire George Soros, fortune de 200 milliards de dollars, et une très proche de George Soros, c'est la vice-présidente Kamala Harris, c'est une amie de son fils Alexander Soros. Elle lui a empêché d'être poursuivie lorsqu'elle était procureure générale de Californie pour des délits fiscaux. La famille Biden, c'est une famille de magouilleurs, Kamala Harris également, et donc ils se sont rués sur la politique préparée par Donald Trump. Il y a donc une série de pays qui sont visés, et notamment, évidemment, au premier rang, la Centrafrique, mais également le Cameroun. On se rappelle que Bozizé, il parraine un groupuscule qui prétend s'attaquer au Cameroun, le Front de libération du Cameroun, apparenté à ces groupes, évidemment, soi-disant rebelles, en réalité de mercenaires au service de la France et des Américains. Et la deuxième cible, c'est la Guinée équatoriale. Ça vous explique les escroqueries contre Malabo, dites des biens mal acquis. Ça vous explique qu'une révolution de couleur est programmée pour 2023 pour empêcher une succession pacifique de Omainemang Basogo en 2023. Ce qui a changé depuis le printemps arabe et le printemps africain 2011 et 2014, c'est que les Français sont aujourd'hui en première ligne, ils portent les valises des Américains, et le Quai d'Orsay est en première ligne dans cette série de révolutions de couleur et de déstabilisation, les tentatives de coup d'État, les tentatives d'assassinat de président, les révolutions à partir de groupuscules, etc. Ça vous explique que Jeune Afrique arrive. Il y a une dernière chose, je vais dire, c'est la cerise sur le gâteau. Je vous expliquais que le premier rapport contre nous était financé ouvertement par le Pentagone, parce qu'aux États-Unis, on ne cache pas ces choses-là. Le livre était financé par une ONG de Soros, et le numéro spécial de Jeune Afrique qui vient de sortir, moi j'ai eu la curiosité d'aller acheter la version imprimée. Elle est sortie en Belgique ce matin en librairie. En quatrième de couverture, il y a une publicité pleine page pour Bolloré et ses activités. C'est donc Bolloré. Je suis bien décidé, et Justin Tagou également, à ce que les pires cauchemars du Quai d'Orsay du State Department se réalisent. Nous ne baisserons pas les bras, au contraire. Quelle est la caractéristique de la guerre hybride? C'est que comme la guerre de guérilla, je conclurai là-dessus, vous savez que dans l'histoire moderne, depuis la guerre d'Algérie, ce sont toujours les guérillas qui l'ont emporté sur les armées traditionnelles. Il se passe la même chose avec la guerre hybride de l'information. Nous qui sommes la guérilla médiatique de l'Afrique et également de la Russie, eh bien, nous sommes en train de l'emporter sur les Occidentaux. Tout tient en deux chiffres. Afrique Média, d'après le Quai d'Orsay, d'après Jeune Afrique, d'après Marianne, d'après les ONG de Soros, c'est 220 millions de téléspectateurs. C'est la grande télévision internationale francophone. France 24, avec toutes ses éditions, en arabe, en espagnol, en français, en anglais, c'est 92 millions de téléspectateurs. Et TF1, qui est la principale télévision française, c'est 15 millions de téléspectateurs. Comme on dit en sport, c'est le moment justement des Jeux olympiques et de la Coupe du monde d'Afrique de football. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, nous l'avons emporté. Ça explique que Macron, il pique crise de nerfs sur crise de nerfs. Lorsque nous avons fait la promotion du film Touriste, le film russe sur la guerre de RCA, Macron a décroché son téléphone et je peux vous révéler qu'il a été extrêmement grossier au téléphone. Il a appelé Touadéra. Il a été extrêmement grossier avec ce digne président qui n'est pas tombé, lui, dans le piège tendu par Macron. Les Français sont hystériques. Ils sentent les sols se dérober sous leurs pieds. Et en particulier Afrique Média, qui pensait mettre à mort en l'interdisant de fréquence Canal+, en créant de fausses émissions panafricaines à Yaoundé en 2014-2015.
Cette télévision qu'ils ont tenté de faire interdire au Cameroun par le fameux CNC au service de Madame Robuchon, l'ambassadrice de France. Ensuite, Madame Robuchon, elle est allée contribuer pour le Quai d'Orsay à renverser Yahya Jammeh en Gambie. Cette télévision que l'on qualifiait d'aboyeur, moi on y disait que j'étais un marginal d'extrême droite, eh bien aujourd'hui, nous leur donnons le pion. C'est aujourd'hui qu'ils ont peur de notre couverture médiatique, en particulier en Centrafrique. C'est cela qu'il faut retenir. Il ne faut pas donner trop d'importance à Jeune Afrique. Jeune Afrique, tout le monde sait que ce sont des barbouzes de la plume. Aux États-Unis, on dit, excusez-moi Bachir pour votre profession, mais on dit des prostituées, et analogie avec prostituées. Et à Paris, les gens qui n'aiment pas les médias mainstream, ils appellent ces soi-disant journalistes des journalopes. C'est exactement à ça qu'on est composé. Jeune Afrique, il ne mérite même pas son poids de papier. Il mérite d'aller dans la poubelle. Mais par contre, notre combat, il mérite d'être salué. Notre cause est juste. C'est la cause de la liberté internationale, pas seulement celle de l'Afrique. Nous soutenons les Gilets jaunes en France. Nous soutenons évidemment d'autres dissidents du système occidental à Bruxelles, à Berlin. Nous sommes alliés à la Russie, à l'Iran et à la Chine. Et aujourd'hui, notre cause est juste parce que c'est le combat de la liberté. Luc Michel, je retourne vers vous avant de passer la parole à nos téléspectateurs. Certainement quelque chose à ajouter. Et ça peut aller aussi dans le sens de ma question. Alors, pourquoi dites-vous qu'il ne faille pas s'inquiéter face à de tels acharnements? Mais tout simplement parce qu'on dit que tout ce qui est excessif est vain, et c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on raconte que je suis un méchant sorti des films de James Bond, lorsqu'on raconte que Justin Tagou, il va quasiment embrasser Vladimir Poutine à Sochi chaque fois qu'il passe en Russie, on est dans le ridicule. On est dans le ridicule. Vous savez, ils ont une guerre de retard. Ce qu'ils font ici, les Américains, et maintenant repris par Jeune Afrique, ça marchait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait pas Internet, etc. Lorsqu'on disait Luc Michel est un néo-nazi, les gens n'avaient pas le moyen de vérifier. Maintenant, le type va sur Wikipédia, il se dit, tiens, j'ai vu ce Luc Michel, mais c'est pas ce qu'il raconte sur Afrique Média ou Presse TV. Moi, vous devez savoir que mon activité médiatique, c'est pas principalement maintenant Afrique Média, c'est Presse TV. Là-bas, je fais une vingtaine d'émissions par semaine. Donc, le téléspectateur se dit, ce n'est pas entendu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tape dans Google Luc Michel. Dedans, il arrive, j'ai plus de 50 000 entrées. Il y a évidemment les entrées contre moi, mais les entrées pour moi. Mais à un moment donné, il se dit, tiens, je vais aller voir le site de ce Luc Michel. Et là, il voit que je dirige depuis les années 80 un collectif antifasciste, que j'ai présenté des listes en France quand je faisais des élections contre Jean-Marie Le Pen. Vous connaissez Fabrice Béor, qui maintenant, c'est un ancien de la Libye comme moi. C'est mon bras droit, mais il est aussi le correspondant à Sochi, justement, d'Afrique Média. En 1998, il s'est présenté à une élection partielle à Toulon. Sa liste s'appelait « Les jeunes contre Le Pen et pour l'interdiction du Front National ». Ça doit être ce que les gens de Jeune Afrique ou de Georges Soros appellent un néo-nazi. Et je suppose que Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un d'extrême gauche dans ce monde réinventé. Le but de tout cela, ça repose sur une technique, c'est la diabolisation. Derrière la diabolisation, il y a la déshumanisation. Il s'agit de faire que moi, Tagou, d'autres. Je vous raconterai pas toutes les saloperies qu'on écrit sur Justin. Il y a des choses hallucinantes. Le but, c'est de nous déshumaniser. À partir du moment où on est déshumanise, mais ça marchait il y a quelques années, ça ne marche plus aujourd'hui. Je vais vous dire franchement, on a des statistiques grâce aux réseaux sociaux, etc. Wikipédia, avec ma fausse biographie, c'est la page qui m'envoie le plus de lecteurs sur mon site internet. C'est là qu'ils en sont. Maintenant, qu'est-ce que c'est la guerre hybride? La guerre hybride, il faut insister là-dessus, c'est le rapport du Pentagone. Il a été écrit par des universitaires français, mais qui sont devenus des agents d'influence du gouvernement américain.
Le Pentagone, il sait ce qu'il fait. C'est exact qu'en Iran, la propagande iranienne, c'est une régie d'État. Moi, je suis correspondant de la télévision d'État et de la radio d'État. Mais en Russie, c'est pas ce qui se passe. Parce que nous qui sommes jeunes... À ce qu'ils appellent la... Luc est revenu. D'accord, Luc est revenu, c'est ça? Très bien, Luc, on vous Maintenant, retourne on est la à parole. l'époque d'Internet et des réseaux sociaux. L'ancienne guerre médiatique, la diffamation, la déshumanisation, ça ne marche plus. Les livres qui étaient lus par que quelques intellectuels, maintenant les articles d'Internet, moi j'ai mis il y a 48 heures, j'ai mis le dossier du Pentagone, j'ai mis l'article de Jeune Afrique, mais je les ai démontés. Je considère, moi, qu'on ne doit pas avoir peur de la vérité. Je dis souvent qu'Afrique Média, c'est le royaume de la vérité, et que les médias de l'Occident, c'est l'empire du mensonge. C'est exactement de ça qu'il s'agit. J'ai vu comment ces gens agissent, je vous l'ai dit, moi je connais ça depuis des années. Ça a commencé au début des années 80. Je faisais campagne pour la Russie contre ce qu'on appelait les euromissiles. Ça a commencé, les attaques contre moi, les fausses biographies. J'ai aggravé mon cas à partir de 1985. Je me suis engagé avec la Libye de Kadhafi. Pendant 35 ans, la Libye, ça a été mon deuxième pays. Je suis le seul Européen qui a eu des responsabilités en Libye. J'ai été le patron du réseau pan-européen du mouvement des comités révolutionnaires, le parti de Kadhafi. J'intervenais dans les médias, je tenais des congrès là-bas, et quand tout le monde a trahi Kadhafi en 2011, moi je suis resté fidèle. J'ai été organisé à Tripoli la seule conférence internationale qui s'appelait End of Libya. Elle s'est tenue à Tripoli. Le jour où nous sommes arrivés, l'OTAN a commencé ses bombardements. Je peux vous dire que quand une bombe de 700 kilos tombe à côté de votre hôtel, elle creuse une piscine, l'hôtel y trempe pendant des heures. Voilà donc ce qui s'est passé. J'ai tenu là-bas une grande conférence de presse. Nous étions en avril 2011. Il y avait dans le même hôtel que nous, France 24, RFI, TV5, la Deutsche Welle. Ils sont venus assister à ma conférence de presse. Ils nous ont filmés pour les services secrets. Nous n'avons pas eu une minute d'information en Europe. Il ne fallait pas qu'on dise, à l'époque, nous étions 500 000 Européens sur Facebook pour Kadhafi. Il ne fallait pas dire qu'il y avait des Européens pour Kadhafi, et pas seulement en Russie, en Moldavie ou en Ukraine, mais en France, en Angleterre, à Berlin, à Bruxelles, etc. Mais ensuite, je suis arrivé, en 2013, j'ai connu la Guinée équatoriale, et la Guinée équatoriale m'a dit, va voir Afrique Média. Je suis arrivé dans une émission, vous vous en souvenez, Bachir, c'est vous qui la présentiez, pour défendre la mémoire de Kadhafi. Je ne suis jamais reparti. Quelle est la différence entre 2021 et 2004 2011, c'est qu'on ne sait plus média mentir, on ne sait plus nous insulter, on ne sait plus nous déshumaniser, parce que directement depuis 48 heures sur les antennes d'Afrique Média, à 220 millions de téléspectateurs, j'explique comment tous ces gens ont menti sur nous. Deuxième grande attaque que j'ai eue, c'est quand j'ai organisé le monitoring d'autodétermination de référendum de Crimée, donc le retour de la Crimée à la Russie. J'ai amené une délégation parce que personne n'osait le faire, l'OSCE. Au Parlement européen, on avait interdit aux députés européens de venir en Ukraine, et moi, j'ai accepté de le faire, parce que moi, je n'ai pas peur de ces gens-là, et j'ai invité des parlementaires, je ne m'en cache pas, nationalistes d'extrême droite, mais j'ai invité aussi une dizaine d'organisations communistes et des régionalistes, notamment des régionalistes écossais, catalans et flamands de Belgique, et nous avons donc validé, c'était la condition, le référendum international. J'ai eu à ce moment-là plus de 10 000 attaques. J'ai été attaqué par Libération, par Le Monde, l'Afrique, par la Deutsche Welle, par RFI déjà, par la RTBF. Tous ces gens ont menti. À l'époque, nous étions en 2014. C'est la dernière fois qu'on a pu mentir impunément, parce qu'à ce moment-là, Afrique Média n'avait pas encore sa grande audience qu'elle a aujourd'hui. Mais maintenant, c'est fini. La guerre qu'on nous faisait en 2011 ou en 2014, notamment les saloperies qu'on a racontées sur moi ou sur Justin Tagou,
parce que je pourrais vous en faire un florilège. Nous étions à l'époque indignés parce qu'on s'attaquait à la vie privée de Saint-Agui. Et cette chose-là, elle n'est plus possible en 2021. Ça ne marche plus. Et nous ne sommes pas seuls. Quand vous lisez Jeune Afrique, vous avez l'air de penser que il y a les réseaux russes, il y a Afrique Média, mais non, il y a également la télévision chinoise CGTN en français. Il y a tout le groupe de Presse TV, Parstoudé, etc., la télévision d'État iranienne. La télévision d'État iranienne, il y a une division qui s'appelle Presse TV Afrique. Avec eux, tous les jours, je fais un Zoom Afrique. On s'intéresse principalement à des pays qui intéressent plus Afrique Média parce qu'ils sont dans la zone anglophone ou hispanophone. Mais nous ne sommes pas seuls. Il y a un mois et demi, les Américains ont saisi tous les sites iraniens. Ils ont cru qu'ils allaient, comme on dit, leur fermer la gueule. Et en 24 heures, ils ont réouvert leur site avec un nom de domaine iranien. Cette semaine-ci, ils soutiennent Touadéra, ils soutiennent Ambiang-Nema, et ils s'apprêtent à soutenir Afrique Média dans l'attaque qui est menée. Eh bien, voilà tout ce qui a changé. La guerre hybride, la guérilla de l'information, nous sommes en train de la gagner, et pas seulement en Afrique. Je vais vous dire une dernière chose. Notre projet actuellement, en 2019, j'ai lancé Afrique Média Bruxelles, et on a essayé une fois de plus de nous fermer la gueule. Et avant de vous parler du groupe Wagner, je voudrais donner deux précisions. La première, c'est sur la fortune de Georges Soros. J'ai l'habitude de parler en ayant des dossiers. C'est la dernière biographie de Soros publiée l'année précédente. Elle s'intitule Soros l'impérial. On explique quelle est sa fortune, en particulier les méthodes d'ingénierie fiscale, notamment les fondations grâce auxquelles il ne paye pas d'impôts. Mais la fortune de Soros, ce n'est pas une fortune privée. Soros a l'habitude, comme on dit, de mettre ensemble sa main droite et sa main gauche, alors qu'on disait que la main droite de César ignorait la main gauche de sa femme. Il a donc confondu son patrimoine, celui de ses fondations, celui de ses ONG, etc. Il faut dire quelque chose, c'est que, contrairement à ce que raconte notre téléspectateur, la fortune de Georges Soros, elle n'est pas détenue aux États-Unis. Le cœur de l'empire de Soros, c'est l'Afrique du Sud depuis la fin des années 90. C'est là que sont ces deux principales fondations, l'Open Society Foundation et Osiwa qui finance la presse et les médias. En 1990, au début de sa fortune, Soros a fait sauter la Banque d'Angleterre en spéculant sur les monnaies. Il a mis à genoux la livre anglaise. Il a recommencé en 1995 avec ce qu'on appelait à l'époque les tigres asiatiques, notamment la livre thaïlandaise. Et actuellement, ces jours-ci, sous prétexte de bien mal acquis au Liban, il mène un raid avec l'avocat Bourdon contre le gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé, pour faire sauter la Banque du Liban et encore augmenter sa fortune. Une dernière précision, vous savez qu'il y a une vingtaine de milliardaires qui se sont enrichis avec la pandémie du Covid au moment où toutes les populations s'appauvissaient. Parmi les 20 milliardaires qui ont multiplié de 4 à 20 fois leur fortune, il y a notamment dans les 20 premiers Georges Soros. Ils forment d'ailleurs un trio avec Bill Gates et Mo Ibrahim. Seconde remarque, c'est la Révolution française. Il y a eu en réalité une Révolution française en 1792. C'était la première commune de Paris avec Maximilien de Robespierre. Robespierre était regardé par Lénine comme l'ancêtre des bolcheviks et il avait pour admirateur Muammar Kadhafi. La première commune de Paris, elle a duré 2 ans, de 92 à 94. Elle a créé la démocratie directe, elle a aboli l'esclavage, elle a accueilli des Noirs à l'Assemblée nationale, mais en 1794, il y a eu le coup d'État de la bourgeoisie, c'était Thermidor, il sera approfondi par un second coup d'État par Napoléon Bonaparte, c'est lui qui rétablira l'esclavage, et c'est depuis que la France a sa révolution confisquée par la bourgeoisie. Le grand poète communiste Aragon disait « Ma République dont vous les bourgeois vous usurpez le nom, elle répond du nom de Robespierre ».
Il faut rendre à ceux-ci la vérité. Maintenant, venons-en au groupe Wagner. Le groupe Wagner, c'est un fantasme médiatique. Il a été créé par le livre de compagnie UKIP, que je vous ai parlé aux États-Unis, et ensuite il est repris intégralement dans le dernier numéro de Jeune Afrique. Le groupe Wagner, il est soi-disant sous l'autorité d'un milliardaire russe, Eugénie Prigozhin. Prigozhin, c'est un peu le Justin Tagou de la Russie. Il consacre sa fortune inlassablement à développer le patriotisme russe et la lutte de la Russie dans le monde. Qu'est-ce que c'est le groupe Wagner? Ils ont construit une construction médiatique. Il n'y a pas de groupe Wagner. Il y a 11 firmes de sécurité russes. En Centrafrique, par exemple, c'est le groupe Sewa Security qui a les contrats notamment de protection de Touadéra. Mais Prigozhin est accusé à côté de la branche militaire d'avoir une branche électorale faisant de l'ingérence, de la manipulation d'élections, etc. Et troisièmement, de pratiquer la fameuse guerre hybride de l'informatique avec des caisses de résonance. C'est là que Afrique Média ou moi-même nous intervenons. Quelle est l'origine de ces groupes de sécurité? Satinda en a parlé rapidement. À la fin de la guerre froide et quand l'URSS disparaît, les Américains décident de privatiser la guerre et de confier à des firmes privées des tâches que les armées occidentales ne peuvent pas, notamment pour des questions de droits de l'homme, exercer. Ils créent une série de groupes de sécurité. Ils sont placés sous la direction de généraux du Pentagone de l'armée américaine, qu'on a placés précocement à la retraite. Les Français et les Britanniques vont faire de même. Il y a le plus célèbre, c'est les Blackwaters. Ils ont un idéologue, il s'appelle Eric Prince. Eric Prince, en 2019, il est conseiller à la sécurité de Donald Trump et aujourd'hui, c'est encore un des conseillers occultes de Kamala Harris. C'est le théoricien. Il y a un autre chef de Blackwaters, il s'appelle Carlucci, il est mort aujourd'hui. Il a été ministre de Bush II. C'est vous dire les rapports de ces mercenaires occidentaux, mais on ne dit plus mercenaires, on dit contractuels, avec le gouvernement américain, le département d'État, etc. Les Russes constatent que partout où ils s'opposent à l'Occident, ils voient apparaître ces firmes de sécurité, en particulier en Ukraine, quand l'OTAN fait un coup d'État avec des groupes d'extrême droite à Kiev, nous sommes en février 2014, ce sont des firmes de sécurité américaines et polonaises qui viennent encadrer les mercenaires, ceux-là d'authentiques néo-nazis, et il y a notamment des snipers qui tirent sur la foule. On dit que c'est le président ukrainien qui fait tirer sur sa population. En fait, les snipers, ils créent le chaos, ils tirent sur les deux camps. On avait vu la même chose à Benghazi au début du coup d'État de février 2011 contre Kadhafi. Les Russes décident de réfléchir après avoir réfléchi. Et ils créent en 2013 11 firmes de sécurité, mais c'est pas la même chose que les Occidentaux. Les Occidentaux, ce sont des voyous, des bandits, ils mélangent le business et l'argent, on prête aux Russes les défauts des Occidentaux, un peu comme on nous prête à nous les défauts des médias occidentaux. Ces 11 firmes de sécurité, elles sont constituées de militaires russes et elles sont sous la direction occulte du grand état-major russe. Qu'est-ce que font les firmes de sécurité? Tout d'abord, ce sont les poissons pilotes de la Russie. Elles interviennent avant la Russie officiellement. Si ça marche, les Russes arrivent. C'est ce qui s'est passé en Centrafrique. Et deuxièmement, ces firmes de sécurité font tout ce que la Russie ne peut pas faire officiellement. La Russie, elle est au Conseil de sécurité. Officiellement, elle est partenaire à l'ONU, des États-Unis, de la France ou de la Grande-Bretagne. Il faut donc mener une guerre secrète, comme les Américains d'ailleurs, ou les Français le font. Ces firmes de sécurité, à partir de 2013, elles interviennent tout d'abord en Syrie avant l'armée russe. Elles interviennent en Crimée. Lorsque j'ai monitoré le référendum d'autodétermination, ce sont ces firmes russes qui ont protégé mes moniteurs et qui ont empêché les soldats ukrainiens de nous arrêter. Ensuite, ils interviennent dans les républiques russes qui se sont
séparés de l'Ukraine, à Donetsk et à Lugansk. Et puis, à partir de la Syrie, ils passent au Soudan. Le Soudan, c'est la porte d'entrée de l'Afrique quand vous venez du Proche-Orient. Et puis, ils interviennent en Libye aux côtés d'Haftar, aux côtés de Touadéra, avec un contrat officiel, cette fois-là, du gouvernement russe. Ils interviennent en Centrafrique, mais ils sont actuellement présents dans une dizaine de pays. Le pays principal de l'intervention des firmes russes à part la Centrafrique, actuellement, c'est le Mozambique. Au Mozambique, on a découvert il y a 2 ans des gisements de gaz gigantesques. Il y a plus de gaz au Mozambique qu'il y en a en Iran ou dans les républiques ex-soviétiques. On parle de gisements pour plusieurs milliards de dollars de revenus annuels. Arrivent immédiatement les multinationales européennes et américaines. Il y a ExxonMobil et il y a les Français de Total. Et on voit apparaître immédiatement, c'est pas un hasard, il y a les djihadistes de Daesh. À partir de ce moment-là, il y a une guerre de l'ombre qui se déroule. Les Russes interviennent avec leurs firmes de sécurité aux côtés de l'armée du Mozambique et les Occidentaux essayent de déstabiliser le pays pour favoriser une mission